La radio Futur Média, il est midi et c'est l'heure du grand journal. Gorée continue de réclamer une nouvelle chaloupe après la manifestation des populations samedi dernier. Le préfet de Dakar et le commandant du port se sont déplacés sur l'île où ils tiennent à l'instant une réunion d'urgence. Les 2000 tonnes de riz impropres à la consommation stockées à la ZAC de Mbao il y a un an circulent sur le marché. Mais d'après le service régional du commerce, le produit a été déclassé en aliment de bétail. Le ramadan s'annonce, l'heure est aux préparatifs pour les familles musulmanes et ce sont les mêmes préoccupations. Les dépenses vont doubler. Élection législative du 30 juillet prochain qui, pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar à Dakar, des noms circulent. Mais Moustapha Diakhaté ne soutient aucun candidat. Il l'a dit. L'actualité internationale, les titres, Sornana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. En Gambie, les partisans de Yaya Jammeh s'organisent pour l'avenir de leur parti. En l'absence de leur leader, ils se sont retrouvés à Kanilai et ont célébré les 5 sièges obtenus à l'Assemblée nationale. Côte d'Ivoire, un proche de Guillaume Soro cité dans la mutinerie de la semaine dernière. Des armes toutes neuves ont été retrouvées dans sa maison. L'homme a d'ailleurs été mis à la disposition des enquêteurs. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h15. Les titres sport, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Antoine, Coupe du monde de football des juniors, première journée. À la mi-temps, le Sénégal mène devant l'Arabie Saoudite par 2-0. Début marqué par Ibrahima Niane et Ousseynou Kaven-Diagne, le point dans le journal des sports. Lutte avec frappe, le nouveau règlement en question après l'issue du combat d'hier entre Gris 2 et Pakala. Les amateurs demandent au CNG de corriger ce point du règlement. À suivre la chronique de Diatou Cissé, point de vue sur le contrôle des produits alimentaires qui inondent le marché. Rendez-vous vers 12h30 pour le débat du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, cette information, le corps sans vie d'un homme âgé de 40 ans a été retrouvé au quartier Escale de Ziguinchor. La victime avait une corde au cou attachée sur un arbre. La police a ouvert une enquête à Guinée où la gendarmerie a mis aux arrêts une bande de voleurs de bétail. Les malfaiteurs ont été surpris au village de Nyolamen, à 20 km de Guinguinéo, village de Nyolanem. Donc, au nombre de 3, ils sont présentement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie en attendant leur déferment cet après-midi. Et selon la gendarmerie, ces voleurs de bétail sont de connivence avec un boucher activement recherché par les hommes en bleu. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. Réunion d'urgence sur l'île de Gorée. Elle se tient en ce moment même et fait suite à la manifestation que les populations de l'île avaient organisée il y a 48 heures pour réclamer une nouvelle chaloupe. C'est que depuis quelque temps, pour effectuer la traversée Dakar-Gorée, cela relève donc d'un miracle. Pour trouver une solution au problème, le préfet de Dakar et le commandant du port se sont déplacés sur l'île. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Et vous suivez la réunion qui se tient à l'instant. Comment vous dire, Gorée a retrouvé sa sérénité ce matin après les différentes annonces du sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, qui a annoncé il y a quelques minutes donc plusieurs solutions à court et moyen terme pour donc résoudre ce problème de la liaison maritime entre Dakar et Gorée. D'abord, la mise à la disposition des populations de Gorée de Mamkoumbalam, prévue initialement pour assurer la liaison entre Dakar et Rufisque. Le bateau est déjà disponible depuis samedi ici à Gorée. Ensuite, il faudra surseoir momentanément aux visites scolaires, remettre à neuf le quai d'accostage au niveau de Gorée et puis construire une bâche d'embarcation sur l'île comme celle de Dakar. Mais une annonce phare, Antoine, à retenir, Kumba Castel sera remis en marche dans 2 mois au plus tard. À la fin du mois de juillet, donc, l'État du Sénégal a déjà aussi entamé, selon toujours le sous-préfet de Dakar Plateau, des démarches pour l'acquisition de 2 nouvelles chaloupes de dernière génération, des chaloupes estimées à plus de 2 milliards de francs CFA. Je vous rappelle juste que Kumba Castel est en révision générale depuis le mois de janvier pour des raisons sécuritaires. Et depuis 4 mois, donc, Antoine, une seule chaloupe assure les
10 rotations quotidiennes, voire plus, entre Dakar et Gorée, ce qui a donc perturbé le trafic. Anna Rocha, merci. Série de mesures donc pour régler le problème de la traversée Dakar-Gorée. Une réunion se tient donc à l'instant sur l'île. Cela fait 1 an quand la justice avait décidé de faire stocker à la ZAC de Mbao 2000 tonnes de riz impropre à la consommation. Quelques mois après, le produit circule sur le marché et les consommateurs s'interrogent parce que le riz en question a été retrouvé dans des sacs estampillés aliments bétail. Reportage dans la banlieue dakaroise. Salif Sow. Alors, ce commerçant refuse de parler du sujet micro ouvert. Du riz impropre à la consommation circule-t-il sur le marché? Fort probable, nous dira le grossiste. Et le produit peut être facilement écoulé, ajoute-t-il. Les marchands mal intentionnés n'auront qu'à changer le contenant du produit de sac alors. Dans son magasin sont pourtant bien visibles ces sacs dont il parle. Ils sont bien rangés. Il y en a 3 types. Je vends du riz de bonne qualité, moi. Mais les trafiquants peuvent introduire leurs produits dans la masse. Non, c'est faux, réagit le commissaire du service du commerce départemental de Pékin. L'entrepôt de ZAC Mbao se vide certes de son contenu parce que le riz est déclassé en aliment de bétail depuis 1 mois, précise Khadim Ndiaye, contacté par RFM. Mais il existe bel et bien du riz interdit à la vente au Sénégal. La gendarmerie nationale l'estime à 25 000 tonnes mi-2016. Les hommes en bleu avaient ouvert une enquête. Voici ce que disait le chef de brigade de Dakar à la date du 20 mai 2016 dans l'entrepôt de ZAC Mbao où étaient stockées les 2000 tonnes. Commandant Abdoumbaï. La conclusion est sans équivoque, le riz est impropre à la consommation humaine. Au début, c'était une quantité de 4000 tonnes. Elle en a écoulé 2000 et il reste en magasin 2000. Donc, il faut voir dans quelle mesure mettre la main dessus pour protéger quand même les citoyens. Depuis, aucune saisie. Il faut arrêter de faire le médecin après la mort, dénonce cet autre commerçant. Selon lui, la porosité de nos frontières explique tout. Le riz collant continue d'alimenter les débats. Il n'existe pas de riz en plastique. Cela s'explique tout simplement par un fort taux d'amidon, rassurent les agents du service du commerce intérieur. Salif Sow, Pékin, Radio Futur Média. Sur cette affaire, voici maintenant les explications du chef du service régional du commerce, Oumar Diallo, joint par El Haj Daouda Diouf. C'est une information qui n'est pas avérée et qu'on ne peut pas confirmer. Dans l'instant que ce riz-là dont on parle qui est impropre à la consommation, ce sont les 22 500 tonnes de riz qui avaient été saisies et bloquées au niveau de la ZAC de Mbao. Ce riz a fait l'objet d'une décision de justice de la Cour d'appel, notamment la Chambre d'accusation, qui a décidé que ce riz-là ne peut être consommé que sous forme de consommation animale. Et donc, fort de cela, la banque qui était détentrice de ce riz-là l'a vendu à un commerçant importateur. Ce dernier a l'autorisation du ministère du Commerce à travers la direction du commerce intérieur pour reconditionner ce riz dans des sacs portant mention aliments de bétail. Et c'est cette opération-là que nous sommes en train de superviser depuis le 17 avril, qui se passe notamment dans les dépôts à Anne. Tous les services compétents de l'État, tous les services de contrôle sont passés pour vérifier la véridificité de cette opération-là, notamment la gendarmerie, la police, nous, et même la douane, qui sont passés pour vérifier de la véracité et de l'effectivité de cette disposition. Maintenant, les gens peuvent spéculer à souhait sur ça, mais aucune trace de ce riz-là n'a été retrouvée sur le marché parce que simplement les sacs contiennent des mentions aliments de volaille ou de bétail. Le débat du jour porte sur le contrôle des produits alimentaires qui inondent le marché. Dans quelques jours, la communauté musulmane va entamer le Ramadan dont les ménages, on s'y prépare. Et il faut faire face aux dépenses qui, selon certains, vont doubler. Voyons cela dans ce reportage signé Adama Anouchkaba. Dans sa maison à Grand Dakar, Maimouna est en train de prendre le petit déjeuner avec son fils. Dans une semaine, elle va rompre avec cette habitude. Ramadan oblige et justement, elle compte faire les choses en grand. Je compte changer mes ustensiles de cuisine, les tasses, les cuillères, bref, tout sera neuf. Ces dépenses vont donc augmenter. Tout sera cher durant le Ramadan. Déjà, le riz manque et le poisson, n'en parlons même pas. Sali vit dans une grande maison familiale au revenu moyen. Près de la soixantaine, cette dame est déjà préoccupée par comment faire face aux nombreux besoins du Ramadan. C'est une maison familiale. Notre dépense quotidienne est de 3 000 francs. Mais avec le Ramadan, c'est clair que la dépense va augmenter. Mais Dieu est grand. L'essentiel, c'est de bien manger à l'heure du repas. Les hommes vont faire de même. Mondou est menuisier. En bon père de famille, il compte assurer tous les frais de la maison durant le mois saint.
Nos femmes nous imposent d'augmenter la dépense quotidienne. Et nous n'avons pas le choix, on est obligés. Et nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés. Les temps sont durs, les préoccupations nombreuses. Malgré cela, ces familles comptent donner ce qu'il faut pour bien gérer le mois de Ramadan. Il est 12h10, vous suivez le grand journal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. L'actualité politique, les élections législatives du 30 juillet prochain. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar n'a pas de candidat ni de préférence pour les investitures dans le département de Dakar. Pour Moustapha Diakhaté, ce qui compte, c'est la victoire lors de ces échéances. Il était l'invité de RFM Matin. C'est le schéma qui semble être retenu. Il y a une partie des investis qui seront de l'Alliance pour la République, une autre du Parti Socialiste et une autre de l'AFP. Et probablement aussi il y aura une part qui sera réservée à un autre allié. Voilà le schéma qui est retenu et je crois que ce qui me semble être le mieux, c'est de laisser le président de la coalition et le président de l'Alliance pour la République, le président Macky Sall, faire le choix des hommes et des femmes qui doivent composer la liste de Dakar et désigner une tête de liste et mettre en place dans l'ensemble des communes de Dakar des équipes pour mener la campagne. Entre Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Ba et Mbaye Ndiaye, qui est le meilleur profil comme tête de liste à Dakar selon vous? Le meilleur profil pour la tête de liste de Dakar, c'est le choix du président Macky Sall. C'est le meilleur, c'est celui qu'il choisira. Et je sais qu'il fera un bon choix. Je n'en doute pas un seul instant. Par contre, moi, je ne suis pas là pour citer des noms ou ne pas citer des noms. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de gagner Dakar, gagner l'ensemble des collectivités locales, des départements, pour permettre au président Macky Sall de disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir continuer à gouverner le pays dans de bonnes conditions. Moi, j'étais déjà tête de liste de Dakar et je ne m'ai jamais arrivé l'idée d'être patron de qui que ce soit. C'est une compréhension, moi, qui me pose fondamentalement problème. Rappelez-vous qui a été tête de liste en 1993 pour le PDS, qui a été tête de liste en 1998 pour le PDS à Dakar. Et pourtant, on avait gagné les élections législatives. Donc, franchement, ça me semble vraiment un débat de seconde zone. Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Les législatives et le problème des investitures, la situation à Benno Bokk Yakaar et les scènes de violence notées ça et là ne laissent pas indifférent à Manko Taxawu Sénégal. Le maire de la commune de Patte d'Oie parle d'affolement de la mouvance présidentielle, contrairement à la coalition de l'opposition qui travaille dans la sérénité. C'est ce qu'a dit Banda Diop à Georges Déthié Diop. Pour ce qui s'agit de Manko Taxawu Sénégal, nous l'appréhendons dans la plus grande sérénité parce que nous sommes en plein dans les investitures au niveau de tous les états-majors politiques qui constituent Manko Taxawu Sénégal. Mais aujourd'hui, le spectacle que nous renvoyons au peuple sénégalais, c'est un spectacle de sérénité, contrairement au camp au pouvoir qui s'adonne, n'est-ce pas, à des batailles épiques au moment des investitures, qui s'adonne à la violence. Cela dénote un peu de l'affolement que nous avons devant l'adversaire qui est en face, devant les membres de la coalition du parti au pouvoir qui sont en face. C'est pour vous dire que aujourd'hui, chacun fait don de soi au niveau de la coalition Manko Taxawu Sénégal, malgré le nombre limite des députés à l'hémicycle. Aujourd'hui, nous le faisons dans la plus grande sérénité, nous le faisons dans la plus grande dextérité, mais en toute clairvoyance et en faisant don de soi, en s'oubliant nous-mêmes. Pendant que la paire se déchire à Mbour et Tambacounda, à plus de 2 mois des élections législatives dans le département de Kanel, le problème des investitures ne va pas poser problème. Le parti présidentiel et ses alliés bénins ont décidé de tout laisser entre les mains de Macky Sall. En attendant, Daouda Dia appelle à l'unité des maires frondeurs. Correspondance Ali Banalian. C'est une carte blanche que les apéristes de Kanel ont donnée à Macky Sall pour la composition des listes de candidats. Pour avoir confirmé Daouda Dia à la tête du département, les militants de l'APR et l'ensemble des partis alliés de Benno Bokk Yakaar se réjouissent de ce qu'ils considèrent comme étant une reconnaissance à l'endroit de celui qui a implanté le camp présidentiel dans le Damgar, Daouda Dia. C'est ça qu'on attend d'un parti et c'est cela qui s'est confirmé aujourd'hui ici. Tous ceux qui sont là sont venus spontanément répondre à l'appel du parti, répondre à
l'appel du président Macky Sall. Ce qui va suivre, c'est quoi? C'est la victoire de l'APR. Nous, notre combat maintenant, c'est le taux de participation, c'est-à-dire pour avoir une victoire éclatante, écrasante, que personne ne peut avoir dans le Sénégal. Ça qu'on cherche maintenant, avoir le meilleur résultat. Le premier questeur à l'Assemblée nationale qui a profité de cette grande rencontre pour lancer un appel aux maires frondeurs. Vous savez que nous, APR, c'est le président Macky Sall qui a fait le tour du Sénégal, qui a trouvé des militants à la base, qui ont rayé le parti, et c'est ça APR. Maintenant, d'autres qui croient qu'avoir le nom pour servir à un tremplin, ce n'est pas le cas de l'APR. Raison pour laquelle j'appelle tout le monde, que ce soit ce qu'on appelle les frondeurs. Le président Macky Sall en personne a lancé un appel. Donc moi aussi, je leur demande de venir. Nous travaillons main dans la main pour la victoire éclatante du parti, pour l'intérêt du président, pour l'intérêt de l'APR. Ils ont leur place ici. Ils n'ont jamais été chassés. Au contraire, c'est eux qui ont décidé de partir. Le dernier mot revient ainsi à Macky Sall dans le département de Kanel, où les frères Dia ont encore une fois décidé de prendre en charge toutes les activités de la coalition présidentielle jusqu'à la victoire du 30 juillet prochain. Matam, Ali Bandelnia, RFM. Toujours au sujet des élections législatives du 30 juillet prochain, plus de 8000 Sénégalais ont été inscrits au Maroc sur les listes électorales. Mais après les opérations qui ont pris fin il y a un mois, de nombreux cas d'omission ont été signalés. Nous retrouvons à Rabat notre correspondant permanent Khadim Baye. 8252 Sénégalais se sont inscrits sur les listes électorales avec une très forte mobilisation à Casablanca de la communauté sénégalaise vivant au Maroc. 7000 des 8252 inscrits, soit 70%, sont basés dans cette ville. La commission s'est également déplacée à Fès, à Tanger, à Agadir ou encore à Rabat, la capitale administrative du royaume. Mais l'engouement noté à Casablanca n'est égalé nulle part ailleurs. Quelques couacs, ou plutôt omissions cependant. Les listes reçues de la direction de l'automatisation des fichiers DAF sont incomplètes. Il y aurait plus de 4000 omissions. L'erreur a été signalée par l'ambassadeur sénégalais au Maroc, Amadou Sow. Il faut noter également que les Sénégalais vivant en Afrique du Nord, dont le département électoral comprend la Mauritanie, la Libye, l'Égypte, la Tunisie, entre autres pays, vont élire un seul député, Khadim Bayraba, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour, Sornana Tambaye. Rebonjour, Antoine. Gambie, des partisans de Yaya Jammeh veulent rassembler leurs forces. Ils se sont retrouvés à Kanilaï pour célébrer les 5 sièges obtenus par leur parti lors des législatives. Ces militants se sont surtout penchés sur l'avenir de leur formation avec l'absence de Yaya Jammeh. Daoud Diouf. Malgré la chute de leur leader, des centaines de militants de l'Alliance pour la reconstruction et la construction patriotique se sont retrouvés ce week-end pour célébrer les 5 sièges remportés lors des élections législatives en Gambie, mais aussi de parler également de l'avenir, d'essayer de se restructurer en l'absence de Yaya Jammeh. Les 5 sièges glanés par l'APRC à l'occasion des élections législatives d'avril 2017 font bien pôle figure à l'homme des scores en vigueur du temps de Yaya Jammeh. Le parti possédait ailleurs pratiquement tous les sièges à l'Assemblée nationale. Pour autant, ces leaders veulent aujourd'hui aller de l'avant. Le nouveau président de l'Alliance pour la reconstruction et la construction patriotique, Fabari Tombong Diatta, entend commencer à reconstruire avec les militants. Il compte rencontrer les populations, collecter leurs idées. Son but est de savoir comment ils voient la situation, les questions politiques importantes afin d'avoir une idée de ce qu'attend le peuple gambien. Côte d'Ivoire, quelques jours après la fin de la mutinerie, on évoque l'existence d'une cache d'armes. Le stock se trouvait dans la maison d'un proche de Guillaume Soro. Les mutins s'en sont servis durant leur soulèvement. Il y avait des armes lourdes, des obus, des kalachnikovs, du matériel neuf. Souleymane Kamaraté est le directeur du protocole de Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale. Celui-ci lui a même demandé de se mettre à la disposition des enquêteurs. Une enquête est en cours. Toutefois, les preuves seront difficiles à trouver. Les grévistes avaient mis le feu aux caisses. Nigeria, des miliciens pro-gouvernementaux ont été tués par de présumés membres de Boko Haram. C'était au cours de 2 attaques. L'une s'est produite en plein jour et l'autre le soir dans 2 villes différentes. Les zones du nord-est du pays sont très vulnérables face aux attaques récurrentes de Boko Haram. Ramatoulaye Wade pour les détails. Les islamistes ont tué 4 miliciens en plein jour. Ils ont enlevé 2 autres à l'extérieur de la ville de Maïdougouri. Les victimes étaient en train de chasser dans la brousse près d'un camp du village de Dalori. Les 2 autres sont portés disparus selon le milicien Babakoura Kolo. Il pense
pensent qu'ils ont été enlevés par les terroristes. Les miliciens ont été attaqués par des djihadistes qui circulaient en moto et se sont emparés de 6 personnes selon un autre milicien, Moussa Aré. Un groupe de miliciens les a suivis dans la brousse et a retrouvé les corps. Tous les 4 avaient été égorgés. Au cours d'une autre attaque samedi soir, 2 autres miliciens ont été tués après que 2 femmes kamikazes se sont faites exploser dans la ville de Kondouga. Le milicien Ibrahim Liman a déclaré que l'une des assaillantes a déclenché ces explosifs près d'un groupe de miliciens qui étaient de garde. Un couvre-feu avait été instauré par les femmes dans cette ville après une série d'attentats suicides. Les 2 attaques illustrent la vulnérabilité des communautés rurales du nord-est du Nigeria. Les djihadistes de Boko Haram circulant en moto avaient tué 6 agriculteurs qui travaillaient la terre dans le village d'Amarwa près de Maïdougouri. Le conflit avec Boko Haram a tué 20 000 personnes et déplacé des millions de Nigérians, provoquant une crise alimentaire dans la région. Un grand trafiquant de drogue de la sous-région a été arrêté au Mali. C'est un ressortissant guinéen qualifié de baron du trafic de cocaïne dans la sous-région par l'Office central des stupéfiants du Mali. Âgé de 33 ans, l'homme a été arrêté en même temps que 3 autres membres du réseau qu'il dirige. Les enquêteurs recherchent aussi un laboratoire clandestin de conditionnement de stupéfiants dans la capitale malienne, Bamako. Grève de la faim des 1765 prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. L'ambassadeur de la Palestine dénonce. Il dénonce, Antoine, l'inaction de la communauté internationale face à cette situation. Le diplomate invite les pays à décrypter le message de ces prisonniers. Son Excellence Safouat Ibrahit est interrogé par Lamine Ba. Aujourd'hui coïncide au 35e jour depuis la grève générale illimitée lancée par nos braves prisonniers dans les geôles israéliennes. Ils sont autour de 1700 prisonniers qui font grève depuis 35 jours. Grève de la faim. Grève de la faim qui risque pour certains leur vie. Ces prisonniers envoient un message à toute la communauté, à toute la Ummah, à tout le monde devant cette inaction de la communauté internationale, cette passivité et ce silence qui tue malheureusement. Il faut agir. Il faut agir par tous les moyens civiques et non violents. Chacun d'entre nous peut exprimer toute sa solidarité et envoyer un message de consolation à leur égard pour consoler et soulager leur mal. L'ambassadeur de la Palestine au Sénégal était à Ziguinchor sur invitation du RIS, Rassemblement islamique du Sénégal. Et puis Donald Trump se trouve en Israël. Le président des États-Unis a déclaré qu'il existe une rare opportunité pour la paix dans la région. L'administration Trump est confiant quant à une possible relance du processus de paix entre Israël et la Palestine, et les pays ayant intérêt à combattre l'extrémisme religieux. Antoine. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur le contrôle des produits alimentaires qui inondent le marché. Nous allons en parler dans quelques instants. RFM Sport. Youssouf Boudian, bienvenue. Merci Antoine. Le football avec la Coupe du Monde Junior, le Sénégal joue son premier match. Actuellement, on joue la seconde période entre les deux équipes. Le Sénégal qui mène par 2-0 depuis la première période. Nous avons en ligne de la Corée du Sud notre confrère Adam Ndion. Bonjour. Bonjour Youssouf. Alors, vous avez sous vos yeux le match entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite. Dites-nous un peu comment ça se passe. Oui, actuellement, c'est un match globalement assez intéressant, surtout de la part des Lions du Sénégal. Je crois que, comme vous pouvez l'entendre derrière moi, les supporters sénégalais qui, en tout cas, sont en train de donner de la voix, ça a été globalement un match assez plaisant, où le Sénégal, comme vous pouvez certainement l'avoir constaté, le Sénégal est en train de faire globalement un match correct, assez maîtrisé. Pour avoir mené 2-0 à la pause, je pense que c'est quelque chose qui augure en tout cas de très bonnes choses pour l'équipe nationale avec les Koto Boys. Justement, il y a environ combien de nos compatriotes qui ont effectué le déplacement au stade pour pousser un peu les Lions du Sénégal? C'est vrai que, comme vous pouvez l'imaginer, Incheon, c'est à une 60aine de kilomètres de la capitale Séoul, mais les Sénégalais quand même se sont mobilisés. Actuellement au stade, nous devons être une 60aine, quelque chose comme ça. Mais globalement, je pense que le Sénégal se fait bel et bien entendre, parce que côté Arabie Saoudite,
leurs supporters ne sont pas très nombreux. Du coup, à part la communauté sénégalaise, l'essentiel des spectateurs est composé des Coréens qui supportent largement le Sénégal. Effectivement, donc c'est après le Mondial 2002, le Sénégal qui a laissé de bons souvenirs. Oui, je pense que c'est ça. Ici même, si vous le constatez à chaque fois quand vous vous présentez, dès que vous parlez du Sénégal, ils vont vous parler de football. Wow. Et je pense que c'est dû au fait que le Sénégal avait fait une très bonne figure en 2002. Et je pense que c'est quelque chose dont nous sommes tous fiers, quoi. Voilà, Adam John qui suit actuellement le match entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite. On joue depuis 66 minutes et le Sénégal mène par 2-0, des buts marqués en première période par Ibrahima Niane et Ousseynou Kavendiaï. L'autre match du groupe du Sénégal s'est soldé par un match nul, 3 buts partout entre l'Équateur et les États-Unis. Cette Coupe du Monde n'a pas beaucoup mobilisé. On a vu les gradins qui sont un peu vides. Effectivement. Ligue 2 sénégalaise, suite et fin de la 22e journée. Le leader Sonacos est à Dakar pour affronter Yego. Match prévu à 16h au stade Demba Diop. En seconde heure, Dakar Sacré-Cœur 4e reçoit l'AS Pikine 3e au classement. Les Pikinois comptent un point de plus que leur adversaire du jour à 4 journées de la fin. La bataille pour la montée s'annonce rude. Le leader Sonacos n'a que 4 points de plus que le 5e, le port autonome de Dakar. Lutte avec frappe, le nouveau règlement en question. Les amateurs sont restés sur leur faim hier après le combat qui a opposé Gris 2 à Pakala. Le lutteur de face a remporté le combat après qu'il a contraint son adversaire à sortir de l'enceinte à 5 reprises. Ce point du règlement doit être corrigé par le CNG, suggère l'ancien secrétaire général des amateurs. Il s'appelle Adama Bob. Un goût d'inachevé dans la mesure où on s'attendait quand même à un corps à corps, que ça finisse par la lutte. Mais avec l'application du nouveau règlement, c'est un goût d'inachevé. Avant, le règlement disait sortie délibérée. Il paraît que maintenant, dans les nouveaux textes, le mot délibéré a été enlevé. Du coup, il n'y a pas à discerner là-dessus. Quand on dit sortie, c'est sortie. Mais je pense qu'à mon avis, il n'est jamais tard de bien faire. Le législateur s'est trompé encore une fois de bonne foi, mais je pense qu'à mon avis, il faut très vite remanier ce texte et y remettre le mot délibéré. Parce que quand même, on ne peut pas préparer un combat de cette ampleur que ça finisse comme ça. Vraiment, c'est désolant. Je pense qu'il n'est pas trop tard de bien faire. Le CNG doit se ressaisir, corriger quoi. Le CNG donc est interpellé, Antoine. Sans doute. Merci Youssouf Bodian pour cette page des sports. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. RFM, la chronique du jour. La chronique de Diatou Cissé. À Numbelane, on souffre de l'usage intempestif, voire abusif, du téléphone portable. Partout où vous êtes, à tout moment et en tout lieu, vous êtes exposé aux appels. Et pourtant, inventé dans les années 70 par Martin Cooper, le mobile n'avait pas pour vocation de nous bouffer la vie. C'était un moyen de recevoir ou d'émettre des appels en cas de nécessité avérée. Depuis, le rapport de force s'est renversé en faveur du GSM qui a même fini de réduire à sa plus petite dimension, au propre comme au figuré, ce bon vieux téléphone fixe en dépit des multiples services qu'il a rendus à l'humanité depuis son invention en 1876 par Alexandre Bell. Aujourd'hui, nous sommes tous livrés à la tyrannie du mobile. Dans les lieux de culte, au cours des cérémonies, des réunions, en voiture comme au marché, nous sommes traqués, harcelés, pourchassés, de jour comme de nuit, par des appels qui, la plupart du temps, n'ont rien d'urgent. Passons sur les beepers professionnels avec leurs bips intempestifs, nerveusement épuisants, déterminés à vous avoir à l'usure. Et lorsque, vaincus, vous prenez leurs appels, ils profitent alors de votre crédit pour exposer avec force détail leurs propres soucis. Il y a aussi ceux qui vous inondent de rappelle-moi, mais comme cette stratégie prospère de moins en moins, ils ont trouvé une autre astuce. Vous appelez, sachant parfaitement que leur crédit est insuffisant. Ils vous transfèrent ainsi la courtoisie de les rappeler pour les écouter délivrer l'objet de leur message, toujours à vos propres frais. Ne sommes-nous pas à Numbelane, si connus pour la propension à la facilité de ses ressortissants?
Même des opérateurs, toujours à l'affût du gain, s'en sont mêlés, se permettant de nous envoyer des rappels moins zélés à la place du client en panne de crédit. Passons aussi sur ceux qui, usant d'un procédé déloyal, parviennent à vous joindre du mobile d'un tiers parce que pour des raisons qui vous sont propres, vous refusez de décrocher leurs appels. Nous croulons tous sous les appels et le rapport de l'Africain à l'oralité ne justifie pas tout, même si le mobile peut être considéré comme le prolongement de l'arbre à palabres. La tyrannie du mobile a fini de s'emparer de tous les pans de notre vie. Dans nos familles, il a fini de faire de nous des colocataires, chacun étant exclusivement à son smartphone. Combien sommes-nous à être nostalgiques de cette ambiance familiale faite de complicité et de proximité, socle de liens plus solides. Et pour ne rien arranger à la situation, le Wi-Fi domestique est devenu accessible. Entendons-nous bien, le téléphone portable constitue un formidable outil qui nous facilite énormément la vie. Pour autant, il serait approprié que chacun, individuellement, réfléchisse au bon usage du mobile, si pratique mais si facilement envahissant. L'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il reste ce qu'il est, une formidable révolution technologique dans ce village plus que planétaire, si cher à McLuhan. Il est possible de contrer l'hégémonie du mobile, alors à chacun de commencer à rédiger son manuel du bon usage du téléphone portable. L'exercice est à notre portée. En marche. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. Presse du jour, Georges Détié-Diop. L'Assemblée nationale divise l'APR. Oui, à l'Alliance pour la République, on se crêpe le chignon pour être député. Selon enquête, on se bastonne à l'APR. L'Observateur parle d'investiture en pagaille. La pagaille dans plusieurs localités où les responsables et militants du parti au pouvoir se sont donnés en spectacle. L'Obs affirme que la majorité vole en éclats et braque ses projecteurs là où la violence est invitée aux investitures. À Diourbel, une bataille rangée entre alliés a fait une dizaine de blessés, ce que confirme enquête qui a constaté une bagarre d'une rare violence. À Hambourg, la bagarre a fait suspendre la rencontre. Enquête renchérit que les échauffourées ont retardé de plusieurs heures la réunion préparatoire. Et ce n'est pas que dans ces départements. L'Obs, qui consacre au moins 2 pages à la situation, informe qu'à Tambacounda, des pompes à gaz ont dispersé la foule et à Linguère, ce sont des militants qui ont fait annuler la réunion en assiégeant la salle. Les Échos traitent des pré-investitures dans la majorité présidentielle et notent que Tamba et Diourbel étaient à feu au moment où l'AFP éclate à Pikine. Mais dans sa livraison du jour, le journal Les Échos met plus en évidence le lancement officiel du mouvement Oser l'avenir. À la baguette, on le rappelle, le maire de Podor, selon Les Échos, Aïssata Tall Sall théorise la nouvelle République. Et qu'est-ce qui va être déterminant dans cette République? Aïssata Tall Sall promet que le président ne va plus siéger au Conseil supérieur de la magistrature. L'avocate et responsable socialiste annonce aussi une restauration de la souveraineté législative, la lutte contre l'exclusion et la détresse des populations. Bref, Aïssata Tall Sall dit vouloir un modèle de société ancré dans nos valeurs. Son camarade de parti, le secrétaire général du PS, fait la une de la tribune. Ousmane Tanor Dieng, attendu sur sa déclaration de patrimoine seulement, le sujet ne semble pas plaire au patron des socialistes. La tribune révèle que Ousmane Tanor Dieng était dans tous ses états suite à une question sur sa déclaration de patrimoine. Tanor Dieng se fâche et menace. Sa réponse rapportée par la tribune: ceux qui parlent de ma déclaration de patrimoine ne savent pas si je l'ai faite ou non. La déclaration de patrimoine se fait là où elle doit se faire. Il faut donc demander à ceux qui doivent recevoir ma déclaration s'ils l'ont reçue. En tous les cas, la tribune souligne qu'au HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng gère plus de 6 milliards de francs CFA. L'affaire Petrotim, le quotidien, révèle au grand jour le contenu du rapport de l'IGE. L'enquête diligentée en 2012 par l'inspection générale d'État a indiqué que
que Petrotim ne remplissait aucune des conditions pour obtenir un permis de recherche et d'exploration des hydrocarbures au Sénégal. L'IGE a relevé tous les manquements à la procédure et a demandé depuis l'arrivée de Macky Sall aux affaires le retrait des 10 permis. Dans le rapport de l'IGE, lu par Le Quotidien, le coup de pouce de Karim à Petrotim, l'accord entre Petrosen et Tullow Oil, janvier 2010, concernant le bloc Kayar Offshore profond, le trouble jeu de Aly Ngouille Ndiaye. Tout cela à lire aux pages 14 et 15 du journal Le Quotidien. Une affaire demeure à la une de Vox Populi, scandale sexuel à la Médina. Un marat cueilli pour pédérastie. L'homme qui se dit marabout aurait abusé de plusieurs enfants. Vox Populi fait savoir qu'à la rue 13, angle 8, la découverte a créé la psychose chez les parents qui ne savent pas pour le moment si un de leurs enfants a été victime des agissements du présumé pédéraste, lequel est entre les mains de la police depuis samedi. Des garçons entendus dans la même soirée. Ils doivent être consultés par un médecin. Sport pour terminer, le quotidien Stade nous donne des échos du mondial des U20 en Corée du Sud. Arabie Saoudite, Sénégal ce lundi. Entrée en matière des lionceaux. Les juniors pour bien démarrer, affirme le quotidien Stade. C'est à 11h UTC. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, on va parler de contrôle des produits donc alimentaires qui inondent le marché. Et nous avons en ligne 2 intervenants. Issa Wad, chef division consommation et de la sécurité des consommateurs au ministère du Commerce. Bonjour, M. Wad. Oui, bonjour, M. Diouf. Ibrahim Allo, vice-président INACOA, bonjour. Ah, bonjour. D'abord, Issa Wad, n'y a-t-il pas un problème de contrôle, disons dans le contrôle des produits qui inondent le marché sénégalais? Non, en fait, pas du tout. Ce qu'il y a aujourd'hui, il faut le noter, c'est qu'il y a une diversité donc de produits alimentaires donc importés, donc qui nous viennent de l'étranger, au niveau des marchés. Donc, mais dites-vous bien que tous les produits à l'heure actuelle, tous les produits, je le répète bien, qui sont importés et qui sont mis à la consommation, ont été dûment analysés par les labos avant d'être mis à la consommation. Donc, notre direction, la direction du commerce intérieur, à travers la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs, donc travaille de concert avec donc le réseau des laboratoires en charge de la sécurité sanitaire des aliments. Donc, il faut se dire que tous les produits qui entrent dans le pays sont analysés et bien contrôlés avant d'être mis à la consommation. On ne consomme pas tout ce qui nous vient de l'extérieur comme ça, non. C'est ça. Non, mais en fait, pas du tout alors. C'est-à-dire que tout État qui se respecte aussi a des normes, a des procédures en la matière. Donc, pour importer un produit alimentaire, il faut obligatoirement passer par la direction du commerce intérieur, à travers la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs. Donc, à ce sens, on travaille aussi avec les autres ministères sectoriels, à savoir le ministère de l'élevage pour tous les produits d'origine animale, le ministère de l'agriculture pour tous les produits d'origine végétale, et enfin avec le ministère de la pêche pour tous les produits halieutiques. Donc, le travail, il se fait en relation avec les ministères sectoriels. Donc, c'est un double contrôle même qui s'exerce sur tout produit qui entre dans le pays. Très bien. Il faut véritablement noter que, dans ce sens-là, l'administration du commerce fait très bien son travail. Très bien. Je vous retrouve dans quelques instants. Ibrahim Allo, votre point de vue sur cette affaire de contrôle de produits qui arrive dans notre pays? Merci. Donc, tous les produits qui entrent au Sénégal, au fond, sont contrôlés et bien contrôlés. Parce qu'on ne peut pas importer un produit sans passer par la direction du commerce intérieur et demander une autorisation d'importation. Des fois même, ils vous exigent d'amener un échantillon. Et donc, tous les produits passent par la direction du commerce intérieur. Donc, c'est des produits qui sont aptes à la consommation. Non seulement la qualité est garantie. La qualité est garantie. Non seulement la qualité est garantie, même les informations concernant son produit. Donc, il y a l'étiquetage est fait en français. Donc, pour permettre aux consommateurs de pouvoir savoir exactement ce qui se passe, ce qu'il y a dans ce produit et en même temps la date de fabrication et la date de péremption. Donc tout est renseigné. Donc tous les produits qui entrent dans le pays, c'est des produits contrôlés parce que ce sont nos membres qui importent ça. Chaque fois qu'ils ont besoin
d'importer un produit, des fois ils nous saisissent pour comme adresse pour demander l'autorisation d'importer ce produit. Donc tous les produits sont de qualité et il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors, Issa Wade, après le contrôle de qualité, il y a aussi un autre problème qu'on peut quand même mettre sur la table. Certains produits commercialisés sur le marché qui sont périmés et tout ça, et le consommateur en raffole comme ça. Est-ce que là, le travail qui devait être fait a été fait? Oui, en fait, M. Diouf, il faut se dire que on ne peut pas mettre un contrôleur derrière chaque boutiquier ou bien derrière chaque magasin. Donc, chaque jour qui soit, M. Diouf, chaque jour qui soit, il y a des brigades de contrôle, il y a des brigades de surveillance, donc qui circulent à travers toute la capitale, donc qui vérifient secteur par secteur tous les magasins et toutes les boutiques donc, qui vendent des produits alimentaires. Maintenant, donc, des produits alimentaires exposés au soleil, tout cela pose le problème de la qualité, par ailleurs. Oui, tout à fait. Donc ça, véritablement, ça pose un problème de conservation. Mais bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que à chaque fois qu'il y a donc un étalage donc de produits alimentaires à même le soleil, donc au niveau des rues, donc si on vient et que l'on fasse un contrôle, donc qui se doit le lendemain ou bien le surlendemain, donc ils reviennent. C'est comme avec donc la problématique des marchands ambulants. Donc, ça dit que on fait chaque jour... Finalement, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Je ne peux pas dire qu'on a tous les moyens. Donc, mais dites-vous bien que c'est extrêmement difficile à l'heure actuelle, donc véritablement de faire le contrôle parfait. Il n'y a pas un dispositif parfait pour cela. Parce que les gens aussi donc, doivent être citoyens. C'est-à-dire que doivent être un consommateur doit être un contrôleur par excellence. Oui. Donc on ne peut pas... Le premier contrôleur, quoi. Sans pour autant vérifier la date, sans pour autant regarder la qualité, l'exposition, la conservation, etc. Donc ça aussi, bon, il faut que les gens aussi se disent la vérité. Donc on ne peut pas du tout, comme je l'ai dit tantôt, mettre un contrôleur derrière chaque stade de commerce. Ça, c'est impossible. Très bien. Merci Issa Wade, chef division consommation et de la sécurité des consommateurs au ministère du Commerce. Ibrahim Allo, on termine avec vous. Le marché sénégalais est inondé de produits donc périmés ou bien dont la qualité est douteuse. C'est un problème quand même. Vous le reconnaissez? Enfin, oui, parce qu'il y a des produits, quand ça dure trop dans les magasins, donc souvent c'est périmé. Mais il y a et les commerçants continuent à vendre ça? Non. Je pense que les commerçants ne vendent pas des produits périmés. Une fois qu'ils sachent que le produit est périmé, donc ils les mettent en dehors de la boutique. Donc c'est ça, ce qui fait que donc les commerçants n'écoulent pas des produits périmés. Peut-être que comme l'a dit M. Wade, il y en a qu'on peut trouver dans les étalages. Souvent, les femmes qui vendent ces produits-là, c'est des femmes analphabètes, mais il appartient aux consommateurs de contrôler ce qu'ils doivent acheter. C'est que nous, en tant qu'organisation, nous ne pouvons que donner des informations et sensibiliser le commerçant de ne pas vendre ces produits. Oui, il y a quand même des commerçants véreux, hein. Il y en a, oui, énormément. Je ne peux pas dire, il faut faire la différence entre les commerçants et les étalages. Donc, les ambulants qui sont dans les étalages, il faut faire la différence. Mais les commerçants qui sont dans l'importation, les commerçants qui ont les boutiques... Oui, les tonnes de riz qu'on a saisies, ce n'est pas avec les détaillants, hein. Écoutez, les tonnes de riz qu'on a saisies, parce que moi je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est des riz indiens qui ont trop duré dans les magasins, ce qui a fait que donc ces produits ne sont plus aptes à la consommation. Donc c'est différent des étalages où les produits sont périmés. Et là, il appartient au consommateur de vérifier ce qu'il doit acheter. Parce que s'il voit que le produit est périmé, s'il voit que le produit est altéré, n'est plus consommable, c'est à lui maintenant de prendre la décision de ne pas l'acheter. Donc, mais l'essentiel pour nous, pour les commerçants qui sont dans le secteur, on les a tous sensibilisés pour qu'ils ne vendent pas des produits périmés. Donc ça, on est vraiment très à cheval là-dessus. Donc, on ne lésine pas, même s'il y a quelqu'un qui fait ces erreurs-là, une fois qu'on le prend, donc on le met à la disposition des services de contrôle pour le pénaliser. Donc ça, on ne l'accepte pas. Merci Ibrahim Allo, vice-président de l'INACOA. C'est fini pour Point de vue aujourd'hui.
Voici le rappel des titres avant la météo. Gorée continue de réclamer une nouvelle chaloupe après la manifestation des populations samedi dernier. Le préfet de Dakar et le commandant du port autonome se sont déplacés sur l'île pour trouver des solutions aux problèmes. Solutions donc annoncées, il y en a donc plusieurs. Les 2000 tonnes de riz propres à la consommation stockées à la ZAC d'Mbao il y a un an circulent sur le marché, mais d'après le service régional du commerce, le produit a été déclassé en aliment de bétail. Le ramadan s'annonce, l'heure est aux préparatifs pour les familles musulmanes et ce sont les mêmes préoccupations. Les dépenses vont doubler. Et puis, élection législative du 30 juillet, qui pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar à Dakar. Des noms circulent, mais Moustapha Diakhaté ne soutient aucun candidat. Il l'a fait savoir. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Abdoulaye Djidi Diop, réalisation El Hadj Daoudia Diouf, à la régie il y avait Pape Oumar Diaw, 13h El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Quelques infos météo avant de quitter. Ce début de semaine sera marqué par un temps chaud et un ciel qui restera particulièrement nuageux par endroits sur la quasi-totalité du territoire, avec toutefois des risques de pluie faibles sur l'extrême sud-est au courant de la nuit. Tout de suite, Jalgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.